avec David Ferré, traducteur français spécialisé dans le théâtre contemporain de l'Amérique latine, qui est aussi éditeur, qui a fondé une maison d'édition qui s'appelle Actualité Édition, qui est justement spécialisée dans ce domaine. Donc, il est aussi enseignant, metteur en scène, dramaturge. Il est très engagé dans le domaine du théâtre et on est très heureux aussi de pouvoir représenter la traduction théâtrale qui est parfois un peu plus dans l'ombre, encore plus dans l'ombre que la traduction en général. Et il va nous présenter son projet et lire un extrait d'une auteure, Léonore Courtoisie, une autrice uruguayenne. Et le texte s'appelle Corte de Obsidiana. Alors, merci avant toute chose au Collège Laurens et à Steven, mais également au Château Lavigny et à Sophie pour son accueil qui, pour ma part, me semble exceptionnel. Quand on vient du théâtre et du monde hispanophone, être reçu de la sorte, même quand on vit à Paris, est assez rare et je tiens, sans aucun protocole, à vous remercier vraiment. Peut-être vous dire que ce que je vais lire n'est pas directement compréhensible, contrairement à ce que vient de lire Eva, puisque ce sont des fragments de théâtre, d'une part, et que d'autre part, ce sont des fragments de théâtre contemporain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de situation, et que c'est un récit. Je vais vous donner peut-être quelques éléments supplémentaires avant de me mettre en lecture. Pour peut-être préciser, parce que je pense que ça fait partie de ma présence ici, j'ai créé la maison d'édition dont Steven a évoqué le nom, Actualité Édition, il y a une petite dizaine d'années en France, pour faire découvrir les dramaturgies contemporaines hispanophones, pas seulement d'Amérique du Sud, mais aussi d'Espagne, puisque je suis issu du Conservatoire de Madrid de théâtre, et que j'ai donc découvert le théâtre en même temps que j'ai découvert la langue espagnole. Et que c'est bien cette expérience-là, qui est très datée aujourd'hui pour moi, qui constitue l'ensemble de mon travail, mais aussi le travail de toute l'équipe de la maison que j'ai mise en œuvre et que j'essaie de faire vivre chaque jour, pour faire découvrir des textes qui soient protégés, entre guillemets, de la production théâtrale, à savoir traduire des textes depuis le texte lui-même et pas depuis les injonctions de la production théâtrale francophone, en tout cas. Voilà, donc ça c'est le cadre, et dans ce cadre-là, effectivement, c'est la première résidence de traduction à laquelle je suis convié, on va dire ça comme ça, et j'en suis très heureux. Pour ce qui concerne ce texte uruguayen, c'est un texte, donc je traduis différents espagnols, celui-ci est un espagnol uruguayen, c'est une jeune femme qui s'avère être à Paris en ce moment en résidence, mais que je n'ai rencontré qu'une seule fois, ce n'est pas très important, très grave, mais c'est un récit surtout, un récit qui s'inscrit dans une filiation littéraire très importante, qui est celle de Roberto Bolaño, de 1666, des grands romanciers sud-américains, qui traite surtout de la littérature comme vecteur ou vectorisation du mal, M-A-L, et de la fuite en avant constante de la littérature vers des zones obscures et des grands vols historiques que peuvent représenter notamment les vols de codex au musée anthropologique du Mexique. Et donc là, c'est un monologue intérieur d'une jeune femme qui a vécu avec un poète qui lui-même transporte des codex dérobés, n'est-ce pas ? Et c'est donc en fait le récit intime, fragmenté de cette jeune femme. Le récit est constitué par 280 fragments. Je vais en lire une petite vingtaine, et c'est vraiment un chantier. Donc je vous demanderai beaucoup de bienveillance. Pardon, il y a 2-3 éléments de théâtre importants à retenir. Un qui est plutôt très connu, qui est « Le petit chat est mort ». Vous souvenez-vous de cette réplique dans Molière, n'est-ce pas? Le petit chat est mort. Très bien, l'école des femmes, absolument. Donc pardon, le titre est Pierre d'obsidienne. 1. Voici la seule photo où l'on me voit avec Marco Fons, en train de passer la frontière, de Buenos Aires au Chili. Nous traversons la cordillère des Andes. C'était en janvier 2014. Nous allions au Salon du Livre de Viña del Mar. C'est la personne qui nous avait présenté qui nous a également embauchés. Germán Gassio, un éditeur argentin avec qui j'ai eu une aventure lors d'un festival de poésie dans ma ville, Montevideo. Marco est arrivé chez moi en décembre 2013. C'est son éditeur qui l'a envoyé.
Germán Gassio m'a demandé de l'héberger parce qu'il avait des ennuis à Buenos Aires. J'ai accepté. Ce n'est pas très difficile d'avoir des ennuis à Buenos Aires. 2. Le chien vient de tuer le chat. J'ouvre la porte et je dis « Le chien vient de tuer le chat ». Je n'avais jamais vu personne mourir. La peur s'empare de mes mains quand les chiens s'énervent. À chaque fois que j'ai peur, je glisse mes mains entre mes jambes. Je serre les jambes et je cache mes doigts. Je suppose que j'ai peur de perdre le sens du toucher. Pour moi, la mort, c'est comme palper l'air avec les mains. Je mets les doigts bien à l'abri pour être sûr de les conserver, comme s'il n'était pas possible de perdre une autre partie du corps. 3. La douane a fouillé ma valise pleine de livres. Ils ne m'ont pas cru quand je leur ai dit que c'était pour les vendre. Ils ont eu raison. J'ai encore cette valise pleine de livres à la date d'aujourd'hui. Je n'ai jamais rendu les livres au type de la maison d'édition. Je dois en finir avec cette histoire. Par chance, Marco a pris avec lui une grande partie des livres que nous devions vendre pour subvenir à nos besoins. Il a de l'expérience, lui, côté trafiquant. Il faisait passer des armes du Guatemala pour l'armée zapatiste quand il vivait au Chiapas. Cette histoire n'en finira pas tant que je n'aurai pas rendu les livres, tant que je n'aurai pas rendu la pièce. Buenos Aires est horrible, surtout sans livres, juste avec des empanadas et quelques bières. Il n'y a rien de pire que Buenos Aires quand vous n'avez pas envie de vous entendre dire comment le monde doit être. 4. L'obsidienne n'est pas une pierre. Sa couleur est noire. Elle peut varier selon la composition de ses impuretés, de vert très foncé à plus clair, du vert très foncé au rouge sang. Elle peut aussi être veinée de blanc, veinée de noir, veinée de rouge. Grâce au fer et au magnésium, sa couleur va du vert foncé au marron foncé. Elle change de couleur selon la coupe. Si on la coupe dans la longueur, elle est noire. Coupée à l'horizontale, elle est grise. 5. Il aboie. Les crocs de Rex se sont attaqués au cou du chat de la maison avec rage. Le chat n'avait pas encore de nom. Ou si. Il en avait un, mais je ne m'en souviens plus. Le chien vient de tuer le chat d'un seul coup de mâchoire dans la veine jugulaire. Il l'a jeté en l'air puis l'a abandonné. Le chat s'est recroquevillé par terre un certain temps. Il se retourne sur lui-même avant de déposer une auréole de sang sur les tomates rouges et abîmées de la cour. Je n'avais jamais vu mourir. Le chat qui perd la vie et moi qui me marre, sans savoir quoi faire de la mort. 6. Le chien vient de tuer le chat et les témoins sont partie prenante. Les nerfs de Rex, le chien, confronté aux énergies étrangères du foyer, ont lâché en pleine soirée de solitude. C'était les derniers jours de l'année et Germán m'avait demandé de mettre son ami à l'abri. L'homme a de gros ennuis à Buenos Aires, m'avait-il dit. J'acceptai et 2 jours plus tard, ce poète descendait d'un taxi devant chez moi. Il arriva habillé en noir, longue barbe et petite valise pleine de livres. Il n'avait pas de quoi se payer le taxi. 7. Le chien vient de tuer le chat. Je lui montre sa chambre, une sorte de salon cerné de bibliothèque et de vieux papiers. Un poêle à bois qui ne sert plus à rien puisque nous sommes déjà au beau milieu de la fin du printemps. 3 portes-fenêtres qui font de cette pièce la plus lumineuse de la maison. Elle est noire. Voir Marco ne pose aucun problème à Rex. Il aboie, il le regarde, il tue le chat. Le chat vient de tuer le chat à cause de Marco Fons qui vient d'arriver à la maison. 8. 12 janvier 2014. Ça n'a pas été une journée simple. J'ai pleuré de timides larmes et j'ai décidé de mettre des lunettes de soleil. J'ai aspiré profondément un « A » pour dégager ma poitrine et j'ai demandé à ton esprit de me contenir. Je décide de porter des lunettes de soleil seulement quand je suis à l'étranger. J'ai pris un métro, j'ai pris le métro qui voyage sous et sur la terre. Ça m'a ému. J'ai paniqué, j'ai pleuré en cachette. Ça allait si vite que mes yeux ne pouvaient plus rien voir. J'ai imaginé un tremblement au-dedans de la terre. 9. Parfois, je me demande si je dois continuer à jouer ou pas. La vie m'est devenue si immense et si concrète à la fois. Chaque fois que je raconte ce que je suis en train de raconter, les gens me posent les mêmes questions. Je leur cache toujours quelque chose.
Je ne leur dis jamais toute la vérité. Je ne peux pas en parler avant d'avoir trouvé une solution. Je ne peux parler à personne, malgré que la mort vienne me talonner. Je ne dois pas ouvrir la bouche. Mes nerfs me font mourir. Je ne dirai rien à mes amis. Je ne gueulerai pas comme de coutume, pas à cause de la peur, mais pour ne pas m'exposer. C'est dangereux de ne pas avoir le contrôle de la situation. Les gens sont méchants. 13 janvier 2014. On dit qu'ici à Santiago, la terre tremble une fois par semaine. Je veux que notre vie fasse voler en éclats toutes les autres. Je pars pour Viña del Mar. Je ne connais pas le Pacifique. On dit qu'il est froid. J'essaie de charger un camion avec des échafaudages, mais je me déconcentre. Je viens de perdre l'écoulement logique de la pensée en relation avec les autres ici présents et je suis venu pour t'écrire. J'ai froid. Marco le Mexicain dit que lui existe. Il y a des incendies dans les forêts. Maintenant, je comprends mon mal-être d'aujourd'hui. Une forêt était en proie à un incendie. On ressent dans la tête le sang qui fait mal dans la terre. En chair et en os, je veux dire. Vraisemblable, comme la mort. 16 janvier 2014. Océan Pacifique. J'observe depuis le pire des endroits, celui d'où les yeux voient. 2 pas de plus et je t'étrangle. Une ville au balcon infertile, voilà ce qu'elle est, Viña del Mar. J'emplis les rues de mes pensées et de temps à autre je me sens vide. Hier, j'ai eu une crise d'angoisse, j'ai pleuré et j'ai pensé que j'allais mourir. Je voulais rentrer chez moi toute tremblotante. J'allais rentrer chez moi toute tremblotante. Nous étions en train de dîner et l'Argentin de Buenos Aires a pété un câble. Il m'a humilié de façon on ne peut plus répugnante. Marco Font. J'ai laissé la nourriture dans mon assiette et je suis allé dans ma chambre. J'ai voulu m'occuper mais j'étais paralysé. Courir, vite. Aujourd'hui, je me suis réveillé et j'ai décidé de rester calme. L'Argentin de Buenos Aires, Marco Font, m'a demandé pardon. Je m'en contrefous. 12. Le chien aboie parce que l'Argentin n'arrête pas de jouer de la guitare. Je ne comprends pas pourquoi il n'arrête pas de gratter ses cordes s'il entend le chien aboyer. Je me souviens de l'instant du chien et de son croc dans le cou. Je pense à la corde, à ce que le poète abrite dans sa moustache, l'asphyxie de ses ancêtres. Tu voulais nous créer des problèmes. Tu nous as balancé de faux sourires de suicide, de la bave de chien, du sang de meurtrier. 14. C'est arrivé le 25 décembre 1985, au petit matin. 3 mois après les tremblements de terre, Carlos Perche Treviño et son complice Ramón Sardina García ont fait sauter l'enceinte du musée d'anthropologie. Ils ont traversé le jardin, ils sont entrés dans la salle Maya par les conduits d'aération et ils sont parvenus à voler 140 pièces de collection Maya en 3 heures. Des collections Méricas et des collections de Oaxaca. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelles sont les pièces qui ont disparu. Certaines d'entre elles sont revenues au musée et d'autres sont toujours perdues à ce jour. 15. Journal d'un suicidé. Le dernier livre de poésie de Marco Font. Sur la dernière page, un dessin qui indique le voyage retour, la géographie impossible du désir et de la mort. Finir impérativement d'écrire le livre avant de mourir, la mission du poète. Une partie de son corps voulait être au Mexique, avec l'amour, avec ses amis, avec la nourriture, proche une dernière fois de ses enfants. L'autre partie tenait à résoudre ce trafic de codex. Tout y est écrit, le vol du siècle. 16. Parmi les pièces les plus remarquables du vol du siècle se trouve le vase aztèque connu sous le nom de singe d'obsidienne. Aussi, le masque zapotèque du dieu chauve-souris, le buste de Yahuiclan et presque toutes les offrandes du monument funéraire du roi Pacal du temple des inscriptions de Palenque. 17. Le chien est vivant. Le chien de la personne avec laquelle je vis vient de tuer le chat. Le chien est vivant. Il ferme la maison. Les livres s'enterrent avec les morts. C'est ce que dit le compagnon de ma concubine pendant que je range mes livres dans des cartons. Merci.